Merci à tout le monde. Permettez-nous de commencer notre travaux. Dans cette édition du Forum social ouest-africain, nous sommes heureux de vous accueillir dans ces salles et dans ces forums, dans les différentes délégations de toute l'Afrique subsaharienne. Et encore bienvenue nos amis et notre frères et sœurs qui viennent de Venezuela pour participer avec nous à cet grand événement de la société civile ouest-africaine qui, nous savons, l'Ouest Africa, il y a des gens qui veulent faire notre espace un espace de bataille. Un espace de bataille qui c'est nécessaire qu'on soit ensemble pour discuter comment nous pourrons préparer, comment nous pourrons amener entre nous-mêmes notre sécurité. Parce qu'on est capable d'être sécurité de nous-mêmes. C'est pour cela cette rencontre dans cette forum ouest-africain, c'est très important pour nous, les sociétés civiles, les organisations, on puisse se rencontrer et discuter et prendre un objectif, un plan d'action commun pour notre peuple. Nous ne pourrons pas rester les mains croisées, attendre que les autres gens dans leur bureau pensent comment ils créent un document de ad hoc que nous devons adopter ou nous devons compter ou nous devons travailler avec. C'est à nous-mêmes qui devons penser qu'est-ce que nous pourrons faire pour notre continent, surtout nous les jeunes. Ne attendons pas, disons que notre aînés ne nous donnent pas d'opportunité. Non, il faut aller vers l'opportunité. Il faut aller chercher les opportunités vers nos aînés. Dans cette forum ouest-africain, nous tenons cette conférence pour la troisième édition de la rencontre panafricaine en défense de la révolution. En défense de la révolution bolivarienne. C'est important. C'est pour cela que nous faisons tout pour que nos amis et collègues de l'autre continent soient avec nous, parce que nous avons vu leur lutte. Nous pensons quand on a une même ennemie, on doit être ensemble et travailler ensemble contre notre ennemi. C'est pour cela qu'on avait pensé, on a tenu 2 rencontres, 2019-2024 à Venezuela. Ici en Afrique, comme il dit, le continent de la mer accueille cette forum ouest-africain. Dans cette rencontre de forum ouest-africain et cette rencontre, la troisième rencontre révolution contre les impérialismes. Permettez-moi, je donne parole à notre frère Dani de Congo pour qu'il puisse nous donner son point de vue dans cette lutte que nous menons en tant qu'organisation de jeunes qui il a beaucoup lutté depuis des années derrière ce mouvement des sociétés civiles africaines. Son expérience, c'est très important pour nous, les jeunes qui sont dans ces salles. Merci Dani pour prendre la parole. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je sais qu'après les riz de midi, on est un peu fatigué. Et je suis heureux d'être parmi vous. Je viens du Congo, de la République démocratique du Congo, de Kinshasa, au cœur de l'Afrique. Il n'a pas été facile d'arriver ici à Dakar, mais nous sommes là. Je suis heureux
dans ce grand mouvement du Forum social mondial, décliné en Forum social ouest-africain aujourd'hui, où nous venons encore réunir nos forces, nous ressourcer, nous encourager et continuer la lutte. Quand on parle de lutte, parfois il est difficile de concevoir et de comprendre ces mots. Parfois nous sommes heureux de nous retrouver, de nous réunir, mais je pense qu'aujourd'hui est un jour qui nous rappelle que la lutte n'est pas une distraction. Il y a de cela quelques années, je pense dans l'introduction, on nous a parlé de 2001 et de toutes ces années, le forum social était à la mode. Les gens étaient très nombreux. Quand il s'agissait du forum, c'était tout le monde qui se mobilisait. Mais au fil du temps, la distraction a envahi, les gens ont perdu le sens. Parce que la lutte contre le capitalisme n'est pas facile. Ce n'est pas une lutte d'un jour, ce n'est pas une lutte d'une semaine ou d'une année, mais c'est une lutte de la vie. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont ici, peut-être qui n'étaient pas là en 2001, mais quand ils arrivent aujourd'hui, ils se demandent c'est quoi? Est-ce que c'est possible de parler de l'internationalisme révolutionnaire? Est-ce que c'est un rêve ou une utopie? Moi je suis utopiste, j'y crois. Je crois que le monde peut se réunir. Je pense que nous pouvons réunir nos forces pour combattre le capitalisme. Au-delà de nos frontières, au-delà de nos pays, mais, comme je l'ai dit, trop de distractions nous tuent. Pendant que nous luttons contre l'impérialisme, l'impérialisme n'est pas un seul pays. L'impérialisme n'est pas une seule nation, n'est pas une seule personne. Aujourd'hui encore, avec mes aînés qui m'ont entraîné dans ces mouvements, j'ai dit, notre aîné Demba et Fofana, ils nous ont rappelé que l'impérialisme n'est pas une personne. Et l'impérialisme change de visage tous les jours. Comment les jeunes peuvent comprendre que nous avons à lutter contre plusieurs pays qui se mettent sous une même forme de domination, indirecte ou directe. Et c'est ça le grand danger. Le danger, c'est qu'aujourd'hui, alors que nous devions nous unir pour combattre ceux qui nous agressent, alors que nous devions unir nos forces pour avoir un lien commun de lutte, c'est la télévision qui nous apporte des modes de vie, des modes de consommation qui nous empêchent de parfaire notre lutte. Aujourd'hui, dans mon pays par exemple, vous allez trouver que le soir, toutes les jeunes filles regardent une série de télévision qu'on appelle Novelas. Et dans Novelas, ils apprennent comment ils vont s'habiller. On regarde des séries qui nous apprennent comment coiffer nos cheveux, mais on n'apprend pas. Nous n'avons rien pour nous qui nous apprend comment lutter. Nos écoles ne nous apprennent pas comment lutter. Nos écoles nous ramènent dans le mode de vie qui nous est imposé de l'extérieur. Et c'est ça l'appel que je lance à tout le monde. Nous pouvons être forts, mais il nous faut avoir des systèmes qui nous permettent d'évoluer. Nous devons avoir des leaders visionnaires au niveau de nos pays. Comment aider à ce que nous ayons des leaders qui vont nous aider? Ça, c'est le grand défi aussi que la jeunesse doit se mettre en tête. Mais aujourd'hui, nos dirigeants africains sont à la solde de cet impérialisme. Tout le monde sait que l'impérialisme, c'est les États-Unis. C'est ce qui nous est dans la tête. Mais ce n'est pas seulement les États-Unis. Même d'autres formes, même d'autres pays qui peut-être nous pensons être les plus proches de nous, qui peuvent nous aider, mais nous ne pouvons pas compter dans la force des pays extérieurs, lointains, si on ne compte pas sur notre propre force. Nous avons des pays amis qui luttent, qui sont là, mais qui sont aussi opprimés chaque jour. Aujourd'hui, la force repose sur les armes. Quand on a une arme nucléaire, quand on a des missiles de haute portée, on est fort et on peut imposer sa force et sa vision du monde. Et nous qui n'en avons pas, qu'est-ce que nous faisons? Nous devons nous unir, les jeunes doivent s'unir. Au lieu de rester dans nos pays, comme dans mon pays, par exemple, au Congo, pendant qu'on discute,
les gens pensent encore au village. Il n'est pas de mon village, il n'est pas congolais, il est étranger, qu'est-ce qu'il est venu faire chez nous? Et toute l'Afrique commence à s'isoler dans ce genre de problèmes. On refuse l'autre parce qu'il est étranger. Alors qu'on nous rejette à l'extérieur, nous aussi nous nous rejetons ici. Nous sommes fiers d'être maires dans une ville européenne ou bien russe ou je ne sais pas quoi, mais nous n'allons jamais accepter que quelqu'un de notre pays devienne maire chez nous. Et ça, c'est un problème. Comment nous serons panafricanistes quand on ne s'accepte pas? Comment on sera panafricanisme quand nous essayons de nous réduire au niveau des villages et non au niveau de l'Afrique? Donc je pense que nous devons créer l'unité africaine, nous devons créer la fraternité africaine, la fraternité mondiale et ainsi espérer que nous pouvons vaincre. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais c'est ma simple contribution que j'apporte aujourd'hui. Merci. Merci, merci mon frère. Vraiment, c'est pour cela toujours avoir les frères dans ces genres de rencontres, c'est très important. Merci beaucoup mon frère. Et permettez-moi aussi de saluer notre aîné qui est dans la salle, Tonton Demba Moussa Dembélé, qui est présent, qui nous avait beaucoup formés depuis 2008. On était avec lui dans la préparation du Forum social mondial 2011, avec Tonton Mignam, avec Tonton Saïdou. Ils ont plein de Tonton Bouba Diop qui nous vraiment nous offert leur connaissement. Maintenant, c'est à nous, si nous sommes intéressés ou si on n'est pas intéressés. Mais vraiment, ils ont nous donné tout, qu'est-ce qu'ils savent. Ils nous donnent jusqu'à maintenant des opportunités dans le monde, notamment dans l'Afrique, mais dans le monde. Merci beaucoup. Et permettez-moi aussi de saluer notre tonton aussi, Bakari de Guinée-Conakry, et aussi qui fait partie dans cette lutte que nous admirons beaucoup. Et depuis lors on lui connaît, qu'il travaille avec Forum social sénégalais, Forum social africain. Vraiment, il donne beaucoup son contribution dans la survivre pour les jeunesses africains. Il nous donne beaucoup d'opportunités. Merci beaucoup et être ici, nous écouter. C'est important, comme a dit notre frère, c'est important pour qu'on soit unis. C'est important surtout nous les jeunes qu'on change. On change. Avoir des informations à l'air et regrouper et mobiliser et prendre des décisions ensemble, c'est seulement ça qui peut nous aider. Regarde, nous avons suivi qu'est-ce qui est passé à Mali ces derniers temps. On a vu qu'est-ce qui est passé en Niger, qu'est-ce qui est passé à Burkina. Comme j'ai dit l'autre fois, on ne sait pas quel pays encore qui va venir. Il faut qu'on soit fort. Comme on arrive à Venezuela, tous les dames que nous avaient vues, il dit qu'il veut être l'épouse d'Ibrahim Traoré. Toutes les dames qu'on a rencontrées nous disent « Je veux être la femme d'Ibrahim Traoré ». On lui demandait pourquoi, ils les ont dit « Parce qu'il a l'idéologie de notre commandant Hugo Chavez ». C'est ça, il faut donner opportunité de ce peuple. Il faut savoir dire non. Il faut savoir dire non. C'est pour cela, c'est très important pour qu'on suive ces luttes. On est ensemble, on change, on prend les initiatives ensemble. Merci beaucoup. Permettez-moi, je donne la parole à notre sœur de Togo, aussi donne son point de vue dans ce thème. Merci. Bonsoir à tous. Je m'appelle Nabourabatem Ren. Je viens du Togo, comme il a dit. Je porte plusieurs casquettes. Alors, ici, je suis là pour le Forum social ouest-africain. Je suis ici dans le comte de Gareth. Mais moi-même,
je suis d'abord une ex-coordinatrice des États fédéraux de l'Afrique, appelée O. Je pense que beaucoup de Sénégalais peuvent connaître ce mouvement panafricaniste. Alors, moi, j'ai commencé par militer dans les mouvements avec le mémorial Thomas Sankara, où j'étais la seule fille, la femme dans l'Ouest africain qui tenait ce flambeau-là. Je peux vous dire que c'est très excitant quand on vous parle du panafricanisme. C'est très... Quand vous connaissez les réalités de l'Afrique, quand vous connaissez l'histoire de l'Afrique, vous ne pouvez pas ne pas être révolutionnaire. Parce que on vous implique des connaissances où vous vous dites que si je ne milite pas pour changer les choses, cela va toujours continuer. Alors, j'ai commencé par militer, je suis dans des mouvements où je mène des actions. C'est pas facile, surtout quand on est étudiant et qu'on vous demande d'être panafricaniste. Alors, il y a une chose que les gens doivent comprendre, quand on parle de panafricaniste et panafricain, il y a deux choses, c'est deux choses différentes. Moi, ma première préoccupation vraiment, c'est qu'est-ce qu'on se dit quand on dit qu'on est panafricaniste? Est-ce qu'on comprend le mot panafricaniste? Être panafricaniste, c'est celui-là qui s'engage pour la cause africaine. C'est celui-là qui défend nos valeurs. C'est celui-là qui est ancré vraiment dans nos cultures. C'est celui-là qui consomme à l'africaine. Alors, celui qui te dira qu'il est panafricain, c'est celui-là. Je vais juste donner un exemple comme ça pour permettre aux gens de comprendre que panafricanisme, quand on parle de panafricain, on peut prendre l'exemple de la banque Ecobank, par exemple, parce qu'elle se trouve un peu partout en Afrique. Alors, je reviens toujours sur cette histoire d'être un panafricaniste. Où est-ce que nous voulons aller avec notre continent? L'année dernière, j'ai suivi une formation sur l'apartheid, sur l'histoire de l'Afrique, où j'ai compris qu'en réalité, si on doit vraiment dire que je suis togolais, je suis béninois, je suis d'une autre nationalité, en réalité, ces territoires n'existent pas en Afrique. Parce que si on doit aller dans l'origine, cela veut dire que moi, par exemple, j'ai étudié, j'ai voulu comprendre d'où vient mon origine. J'ai vu que je suis togolaise sur les papiers, mais en réalité, je suis de l'Afrique centrale. Vous voyez, par exemple, une langue que je parle, mais qui se parle en Afrique centrale. Et ça devait nous interpeller, nous dire que non, on ne doit plus se limiter vis-à-vis de nos États, vis-à-vis des pays. On doit aller au-delà de ça. Et aujourd'hui, inviter les jeunes à être des panafricanistes, c'est tout à fait normal et c'est ce que nous voulons. Mais il faut déjà préparer l'esprit des jeunes qui viennent dans ce mouvement-là. Alors, c'est très difficile de dire à un étudiant, engage-toi dans le panafricanisme parce que tu dois... il y a des choses auxquelles tu dois faire face. Tu dois dépendre de toi-même. Tu dois pas attendre de l'argent des bailleurs dont tous les jours on se lève, on les critique. Et alors, dis ça à un jeune étudiant qui se cherche en même temps, c'est très difficile. Alors, la chose à amener pour moi, la première des choses, c'est d'orienter vraiment les Africains vers l'entrepreneuriat. Ça, c'est la première des choses. Disons la deuxième des choses,
Parce que être panafricaniste, c'est consommer panafricain. Deuxième chose, c'est promouvoir tout ce qui est en Afrique. Ne défendre que tout ce que nous produisons. Ne consommer que à l'africaine. Alors, la troisième chose, c'est cette génération, parce que je pense que ce matin, la ministre disait, l'ancien premier ministre Aminata Traoré, c'est ça? Elle disait aujourd'hui que la lutte, elle est jeune. À un moment donné, il faut laisser cette lutte à la jeunesse. Alors, la troisième chose, c'est le leadership de ces jeunes. Vers où nous voulons orienter ces jeunes-là? Vers quelle est l'idéologie auquel nous voulons les inculquer? Est-ce qu'il s'agira de les amener dans le mouvement à un moment qui va dormir, ou bien c'est un mouvement qui va commencer et dont on aura vraiment foi que ça peut changer? Moi, je pense, quand je discute avec des jeunes, je pense qu'il y a un problème à la base où les jeunes ne se rendent même pas compte qu'aujourd'hui, si on parle de l'éducation de la jeune fille, si on parle des votes, si on parle de l'accès au crédit à un certain nombre de femmes, c'est parce qu'il y a d'autres femmes qui ont mené la lutte et que cela nous a permis aujourd'hui, nous, ma génération, de pouvoir avoir accès à plusieurs choses. Dans ce cas, comment nous voulons amener ces jeunes-là à s'imprégner vraiment de cette lutte-là? Voilà, réfléchissons ensemble. Quel est le leadership qu'on voudrait laisser à cette jeune génération? Et voilà, c'est les trois éléments sur lesquels je voudrais m'attarder. Merci. Merci beaucoup. Merci. Vraiment, c'est vrai. Il faut que je me prenne pour terminer. Il faut qu'on réfléchisse, on mobilise. On réfléchit très fort, on mobilise, on prend les plans d'action. C'est très important. C'est pour cela que toujours on dit qu'il faut qu'on mobilise. Parce que, comme tu as dit, c'est très difficile à voir un jeune étudiant. Il a son projet ou il veut quelque chose de l'idée, ne prends pas ça parce que tu vas être conditionné, il faut être ça. C'est très difficile de t'entendre. Mais quand ça vient des années, il a commencé à vivre comme ça se passe. Comme exemple, il y a plein de jeunes aujourd'hui qui vont être en Europe, qui migrent pour être migrants, mais là-bas, si ils reviennent en vacances, ils ne parlent pas. Mais là-bas, tu es là, tu as été conditionné. Comment tu vas vivre? Obligatoire, tu devais réveiller à 4 h du matin pour aller à travail. C'est difficile en Afrique de réveiller à 4 h du matin pour aller à travail. Il y a des gens qui quittent combien de kilomètres pour aller à travail. Mais pour l'expliquer les jeunes, qu'est-ce qu'est là-bas, quand ils parlent, qu'est-ce qu'ils vont voir là-bas, ils te disent, je n'ai pas d'opportunité dans mon pays, il faut que j'aille. C'est très difficile de parler avec une jeune étudiante, de lui expliquer ce contexte que tu es en train de parler, pour qu'il comprenne, ce n'est pas facile. C'est pour cela notre aîné est là, il faut nous besoin plus de renforcement des capacités dans les universités. On a besoin de ça, vraiment, partout en Afrique. Il faut que les jeunes demandent, il faut que les jeunes réorganisent et sachent des experts pour qu'ils nous augmentent, pour qu'ils nous forment, pour qu'on puisse savoir comment on peut être face dans notre difficulté de notre continent. Parce que ce continent, c'est à nous. C'est seulement nous qui pouvons développer ce continent. C'est seulement nous qui pouvons dire non. Comme on a vu certains pays, comme ils sont en train de se développer, jusqu'à ils arrivent dans le niveau. Je pense plein de nous qui est dans la salle, on connaît l'histoire de Chine dans les années dernières. Et aujourd'hui, dans quelle position Chine est. Pourtant, c'est eux, c'est leurs jeunes
qui ont fait partie des contributions dans leur pays. Et surtout, comme vous savez aussi, en Venezuela, ils ont souffert de différentes agressions internationales, mais vraiment, avec leur gouvernement, ils ont résisté, ils sont en train de résister. C'est cette expérience aussi que nous nécessitons. Vraiment, si nous, les jeunesses africains, on a cette expérience, ça apportera, je pense, notre chef d'État nous écoutera. Une chose que j'ai vue en Venezuela, que ça m'a admiré beaucoup, qu'est-ce qu'il fait? Il demande, ils appellent consulte populaire. Et c'est leur village de conseil communautaire avec le peuple, c'est eux qui décident qu'est-ce que l'État va les aider dans leur commune. C'est celle qui prépare le projet, elle monte ça pour les États. N'est pas l'État vient, non, je vais te faire un hôpital, je vais te faire une école, non. C'est eux qui décident notre priorité. Nous voulons des écoles, nous voulons réhabiliter notre poste de santé. Après, les gouvernements exécutent. Ça serait vraiment, si notre chef d'État pour prendre ça comme un thème de référence et pour nous amener dans notre pays africain. Merci, je vais donner la parole à Johnny Guterres, qui fait partie de la délégation vénézuélienne, afrodescendant et panafricaniste du bloc vénézuélien. Bonjour, comment allez-vous? Zami, Frank, un poquito de francés. Boa tarde, como vai? Tudo certo? Un poquito de portugués. Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras, militantes de la causa revolucionaria, personas que con su espíritu de lucha permanentemente mantienen viva la esperanza en cada uno de sus pueblos, y que esa esperanza es esperanzadora, valga la expresión. Bonjour à tout le monde, un salut révolutionnaire, ça de Venezuela, un salut d'espérance, de camarades y de reivindiquer notre présence ici avec tout. Nosotros hemos venido hoy una delegación afro-venezolana compuesta por hombres y mujeres que históricamente le hemos dado la mitad de nuestras vidas a la lucha revolucionaria. Aujourd'hui ici, nous sommes una delegación afro-venezolana reivindicativa de la raíz, del héritage africain a Venezuela, et de l'Amérique latine. Y un grupo, un activista que ha destinado toda la vida a la reivindicación y al activismo activo de la causa afrodescendante en Venezuela. Y estoy obligado a presentarle a estas personas, Roema Gutiérrez. Ella es secretaria general del Fondo Internacional Afrodescendiente y Africano. Argenis Delgado, él es político nacional del Partido Futuro y también del Movimiento Afro, uno de nuestros ideólogos en Venezuela. Y Aarón Víctor Liendo. Y además nuestro compañero Felipe Cordero es trabajador de nuestra embajada acá en Venezuela. Bueno, nous présentons à l'équipe de la délégation de Venezuela. Ici, Madame Roraima Gutiérrez, secrétaire générale du Cuba International de Venezuela, les camarades Argenis, miembro del Partido del Progrés y activista intelectual afrodescendant, Johnny
Coordinador Gutiérrez, c'est notre nombre ici, moi aussi, Arumiendo y Felipe, compañero de la embajada de Venezuela, ici a Senegal. Fíjense, el panafricanismo, tercer encuentro panafricano en defensa de la revolución bolivariana, es el título de esta mesa de trabajo, motivado a que ya hemos hecho 2 en Venezuela, y como ustedes saben, Venezuela es un país asediado por el imperialismo estadounidense. Bon, c'est très important ce rencontre, c'est le troisième rencontre panafricain de défense de la révolution bolivarienne para la lucha avec l'imperialismo. Nosotros en el año 2015 tuvimos un revés electoral, unas elecciones de diputados de la Asamblea Nacional, y la oposición venezolana obtuvo la mayoría de diputados. En 2015, c'est un particulier pour Venezuela et pour la révolution bolivarienne parce que la opposition vénézuélienne gagnait l'Assemblée nationale. Il y a un lieu par la révolution bolivarienne qui marquait un hito politique national. Sumado a eso, 2 años después de esa asamblea opositora, un diputado en una plaza de Caracas se autonombró presidente interino de Venezuela. 2 ans après, vous connaissez la historia de un député opositor qui s'est autoproclamé président de la République dans la place publique. Es como decir que yo salga ahorita y diga, soy el coordinador, soy el dueño del Centro de Economía de Senegal, donde estamos ahora. Es como je sorti ici dans la place y me autoproclamé président o quelque chose del gouvernement. Oye, en ese contexto, el imperio estadounidense reconoció a ese presidente, y un conjunto de presidentes de América Latina también reconocieron a ese presidente interino. En ese contexto, les gouvernements des États-Unis y les autres gouvernements occidentaux han reconocido se autoproclamé presidente. ¿Y qué hicimos los panafricanos? Nos comunicamos. Yo hablé con mi amigo Mamadou de Yaví de Yaló, conversamos con otros compañeros, porque había un contexto internacional que colocaba a Venezuela como un país, un gobierno de facto, un gobierno fallido, un estado fallido. En esa situación, ¿qué hacemos como organización afrodescendante? Comuniquer inmediatamente avec toute la red y tous les activistes amis de Venezuela pour expliquer la situación de Venezuela y aussi defender la soberanía y la autodeterminación del pueblo. Y nos hicimos una pregunta básica: ¿qué podemos hacer los panafricanistas del mundo para defender la revolución bolivariana, apoyar al gobierno del presidente Nicolás Maduro y apoyar al pueblo venezolano? La cuestión fue, ¿qué es que puede como representante de la afrodescendencia pour defender la revolución, pour defender la soberanía, pour defender la autodeterminación del pueblo? Y es cuando pensamos en el encuentro panafricano en defensa de la revolución bolivariana. En esa situación, el encuentro panafricano en defensa de la revolución bolivariana. Lógicamente, porque Venezuela tiene una historia en su construcción de la venezolanidad y su independencia que es de bastante lucha. Lógicamente, Venezuela lleva heritage de lucha y de reivindicación panafricanista y avec el pueblo de afrodescendencia. Si no lo saben, les digo,
la venezolanidad tiene tres elementos étnicos: europeo, africano e indígena. La venezolanité tiene trois pilares, ¿no? Raíz, origen. La venezolanité, c'est l'origine européenne, l'origine africaine et l'origine indígena. Y a lo mejor ustedes pensarán que ya lo sabíamos, pero yo sé que toda África no conoce la diáspora venezolana o la diáspora de América Latina y el Caribe. En cuestión les participants, si réellement connaît l'existence y la participation y l'activisme de los pueblos afrodescendantes en América Latina y el Caribe, particularmente en Venezuela. En una actividad en Nigeria, después que yo tuve un derecho de palabra en una comunidad que se llama Hausa Fulani, el líder de esa comunidad nigeriana me preguntó que si donde yo vivo habían más como yo. Una experiencia en participación de Johnny en Nigeria, en una comunidad Hausa Fulani. Il parle avec les chefs de la communauté. Et les chefs de la communauté, les chefs traditionnels, les parents, le Venezuela habite, sinois avec vous, plus avec vous. Yo no comprendía la pregunta porque yo no hablé de eso, no sabía, y le dije al compañero que me acompañaba que le preguntara nuevamente que qué es lo que quiere preguntarme, y entonces me hizo señas: si no hay más de tu piel, de tu color. Il ne comprend pas la question. Il parlait avec un ami, s'il vous plaît, expliquez-moi, ne comprend pas. Et le chef traditionnel lui dit non, si à Venezuela existe un jeune avec la piel noire. Yo me sorprendí y nos reímos mucho. Yo le dije: hay millones como yo en Venezuela, en América Latina y el Caribe, millones de afrodescendientes que hacen la vida todos los días. Y él responde al chef tradicional nigeriano: en la América Latina, en el Caribe, en Venezuela, habitan millones de afrodescendientes. Por eso insistimos en el panafricanismo, pero no es ese panafricanismo que se ha tergiversado, que se ha manipulado, que se ha escrito como no es, porque haciendo uso histórico o memoria histórica, el panafricanismo nace en el Caribe con Marcus Garvey. C'est très important ces débats d'idées en référence à qu'est-ce que c'est le panafricanisme, qu'est-ce que c'est l'origine du panafricanisme, parce qu'actuellement existe versions distorsionnées sur l'origine del panafricanisme y la vigencia del panafricanisme. Por ejemplo, nous conocemos le panafricanisme como un movimiento tiene una origen en el Caribe, la región del Caribe, avec Marcus Garvey, por ejemplo. Marcus Garvey, en el Caribe, en Jamaica, donde fue presidente, es uno de sus libertadores. Luego de Marcus Garvey, William Du Bois, y hubo la conexión de Estados Unidos, de William Du Bois, con el África de Kwame Nkrumah, en Ghana. C'est l'expérience de Marcus Garvey en Jamaïque, et personnellement William Du Bois, y la conexión avec toute la région afro-américaine des États-Unis, qui fait la connexión avec Kwame Nkrumah, el líder de la República de Ghana. Y esa idea panafricanista generó en el África procesos independentistas liderizados por Amilcar Cabral, Thomas Sankara, Patrice Lumumba. Ce mouvement permettait la création et l'impulse de la lutte révolutionnaire ici
panafricaine avec grandes références de leaders, avec Patrice Lumumba, Thomas Sankara, Amilcar Cabral. C'est de grandes références de ce mouvement panafricaniste de raíz del mundo. Y ese panafricanismo nosotros lo hemos redimensionado. Nosotros decimos ahora panafricanismo revolucionario. Actuellement, nous pensons en nouvelle vision du panafricanisme, el panafricanisme révolutionnaire. Y no voy a teorizar sobre eso, pero puedo poner un ejemplo para que lo entendamos mucho mejor. Il temps nous a pour réflexionner tous les soirs sur les concepts du panafricanisme révolutionnaire, mais je veux parler avec un exemple. Aquí en esta sala vemos, no sé, como 50 personas. Si las 50 personas empujamos el proyecto del panafricanismo, ¿qué tiempo nos tardaríamos en concretarlo? Por ejemplo, ces salons, ces salles, je pense qu'il y a 50 personnes. 50 personnes. Si, imaginez si toutes les personnes ici impulsaient initiatives que contribuyen al fortalecimiento del panafricanismo. Nos cansaríamos rápido, pero si millones de personas empujamos el proyecto, yo creo que el proceso de estructura del panafricanismo revolucionario sería rapidito, poco tiempo. 50 personnes ici n'est pas suffisant, mais si nous travaillons et millions de personnes qui impulsent la proposition du panafricanisme révolutionnaire, nous lograrons los objetivos. Por eso nosotros insistimos en la unidad política de África y su diáspora contra el imperialismo. Pero c'est très important, la unité politique de l'Afrique avec la diáspora contra el imperialismo. A favor de las causas justas, a favor de los pueblos. A favor del pueblo, de la causa justa. Y aprovecho, todos los que estamos aquí tenemos que rechazar lo que sucede en la República Democrática del Congo, por ejemplo. Por ejemplo, c'est l'occasion pour aborder la situación en la República Democrática del Congo. Lo que sucede en Gaza. La situación en Gaza, Palestina. Las sanciones contra Venezuela. Las sanciones contra Cuba. Contra Nicaragua. Todos los vejámenes contra las mujeres y los jóvenes en el mundo. Todas las acciones del imperialismo sur las femmes y los jeunes del mundo. Pero tenemos conciencia de que sin pueblo no podemos hacer todo lo que estamos pensando. Es muy importante que avec la conciencia de que el pueblo es fundamental para impulsar salud. Es el joven, es la mujer, son los trabajadores. C'est les travailleurs, c'est les femmes, c'est les jeunes. Todo el mundo. Si nosotros analizáramos políticamente el proceso venezolano, nos damos cuenta que el presidente Chávez cambió los perfiles de la política en el mundo. Cuando nous revisons le développement de la révolution bolivarienne, nous identifions que le commandant Chávez changeait le paradigme politique, économique y social del mundo. Y yo nunca he visto a un pueblo reclamando su presidente. En el 2002 el presidente Chávez sufrió un golpe de Estado y el mismo pueblo organizado reclamó al presidente Chávez. Je ne regarde pas un pueblo que appelait constamment à son président, en défendant constamment à son président. En 2002, le président Chávez, la révolution bolivarienne préférait pour un golpe d'État. Et le peuple sortit massivement dans la rue pour reclamer la liberación del comandante Chávez. Bueno, son algunos de los elementos importantes para explicar el por qué nosotros estamos empeñados y empeñadas en la construcción política, la unidad política
de África y su diáspora bajo la concepción del panafricanismo revolucionario. C'est l'expérience et c'est le débat ici de la importance et la relevance actuellement de fortalecement, d'impulser la unité en contra del imperialismo. Bueno, ¿y qué debemos hacer para seguir con el internacionalismo revolucionario? ¿Qué debemos hacer? Bueno, organicémonos cada vez más, hagamos comités de defensa en nuestros países de origen. C'est nécessaire la organización, c'est très important la organización comunitaria, la organización popular. Por ejemplo, la organización del Comité de Defensa del Pueblo o de la Revolución de la Experiencia Venezolana. Vamos a trabajar a la construcción de una universidad del sur. Nous avons impulsé la construcción de un proyecto que s'appelle l'Université du Sud. Vamos a hacer un sistema de formación política integral, panafricana, afrodescendiente, revolucionaria, que despierte la conciencia de nuestros jóvenes en nuestros países. Nous vamos a proposer la creación de un programa de formación política y ideológica pour les gens, la femme, pour el fortalecimiento de la lucha contra el imperialismo. Y la pregunta que pudiéramos hacernos es, ¿qué hacemos? Y le respondo. La cuestión es, ¿qué fue? Haciéndolo. Hacer, impulsar la lucha. Y me recuerdo de un compañero afro-venezolano, el ministro de Educación, el cimarrón mayor Aristóbulo Isturi. Il rencontra el profesor y référence panafricaniste de Venezuela, el profesor Aristóbulo Isturi. Él decía mucho cuando hablaba con nosotros: tenemos la razón. Él dit moi, nous avons la razón. Entonces le decíamos: sí, profesor. Y él respondía: bueno, construyamos la fuerza. Merci. Él dit, nous avons la vérité, la razón. Y el profesor contesté, bien, si nous avons la razón o la vérité, ven a la organización y la construcción por impulsar la revolución. Merci. Diría también un líder venezolano, la independencia venezolana, José Félix Rivas, en la batalla de la Victoria. En una batalla no podemos optar entre vencer o morir, necesario es vencer. En referencia de la independencia de Venezuela, José Félix Rivas, él dice una frase, tú conoces la historia de Venezuela, es que no podemos optar entre vencer o morir. Ne pas décider entre mourir ou superer. Mais ce nécessaire est triompher. Merci Johnny. Comme il a bien dit, quand tu luttes pour une vérité, tu ne dois pas être fort. Comme disait Aristóbulo Pérez, comme il a dit, c'est ancien ministre des Affaires et de l'Éducation au Venezuela, c'est une panafricaniste révolutionnaire. Toujours il nous dit, vous êtes, quand tu luttes, que tu sais que tu as le raison, ne sois pas peur. Parce que où que vous arrivez, vous assistez, quand tu parles, tout le monde va savoir que tu as une raison. Mais il y a des gens qui n'acceptent pas nous donner notre raison. Il a dit, c'est là-bas que tu montres, toi aussi, tu es fils de ta maman. Merci Johnny. Et comme il vient de dire,
le panafricain, oui c'est vrai, le panafricanisme naît au diaspora, mais ça nous permet nous les Africains, parce que c'est les afro-descendants qui ont pensé à ça. Ils ont dit, Kwame Nkrumah a dit non, ça nous permet nous les Africains, il faut qu'on les ramène dans notre continent. C'est très important. Quand tu parles, comme il a dit, quand tu parles de panafricanisme et les afro-descendants, parce que comme il a dit, quand ils sont arrivés en Nigeria, quand ils commençaient à intervenir, les Nigériens étaient, majorité étaient étonnés dans la salle. Comment il y a des Noirs en Venezuela? On le dit, il y a des milliers dans les Amériques latines. Parce que tout ça vient dans les côtes. De Bénin, de l'Angola, du Sénégal, partout presque en Afrique. Tout quand tu arrives là-bas, c'est pour cela que tu retrouves là-bas des Almeida, des Gomis, des Lopez, des Ferreira, des différents noms de familles qui est parti dans cette zone du continent. C'est pour cela dit à commandant Tchavé, c'est des moments que notre frère qui était amené sans demander et sans nous demander, c'est des moments de l'Union africaine ouvre la porte pour qu'ils rentrent dans le pays. Ils rentrent dans leur continent, ils rentrent dans leur pays. Je pense qu'il y a certains pays qui ont déjà, les gens afro, qui ont commencé à faire les tests ADN, qui sont en train de ramener leurs tests ADN. Il y a certains pays qui sont en train de les donner leur nationalité. Comme exemple, dans mon pays, je sais 8 personnes qui étaient déjà données nationalité, ce sont des Afro-Américains qui font leur test ADN. Ils retrouvent, ce sont des Mandjak, des Balantes et des Chola. Ils ont redonné leur nationalité bissau-guinéenne avec les passeports. Et en Afrique du Sud aussi, et avec une collègue qui m'a informé, il y a des gens aussi qui étaient déjà donné les nationalités sud-africaines. En Mozambique aussi, il y a aussi. C'est pour cela qu'il faut que les Unions africaines ouvrent cette porte pour les afro-descendants pour retrouver entre nous. C'est ça, disait toujours le commandant Tchavé. Il faut qu'il disait toujours, il faut nous, en tant que président Venezuela, il faut qu'on mobilise, on tende la main pour notre mère africaine, pour notre maman l'Afrique. Les gens qui sont là-bas, c'est notre frère. On vient de eux. C'est pour cela que c'est important pour que toujours on revienne. Ça peut-être dans l'atelier de demain, la lettre qu'il avait écrite, commandant Tchavé, qu'il avait envoyée à l'Union africaine, il y aura une des premiers nous qui va le lire pour que les gens qui n'ont jamais vu cette lettre et qui n'ont pu jamais entendre cette lettre puissent l'entendre, cette idéologie. Merci. Et permettez-moi, je donne notre collègue 1 minute, je reviens à la salle. 1 minute, c'est notre collègue de Guinée-Conakry, Amadou Barry, tu as la parole. Je remercie nos camarades de Venezuela et je remercie tout le monde d'avoir pris votre temps pour suivre cette thématique. C'est un honneur pour moi d'être à côté de toi pour participer à cette thématique qui, comme tu l'as si bien dit, ça mérite d'être vulgarisé beaucoup dans les universités parce que la nouvelle génération ne connaît pas assez l'historique du panafricanisme. Donc il faut qu'on essaie d'expliquer ça et donner la vision du panafricanisme et se poser la question que tout le monde pense aujourd'hui, quel avenir pour le panafricanisme avec les divisions en Afrique. Donc c'est le lieu pour moi d'abord de rendre hommage à nos dévanciers, à nos héros, à nos pères fondateurs de l'Afrique, ceux qui ont pensé à créer cette doctrine, savoir les Ahmed Sékou Touré, les Kwame Nkrumah, les Amilcar Cabral, les Marquis Garvey. Donc si aujourd'hui nous parlons de ça, c'est grâce à eux. Ils se sont bâtis, ils nous ont laissé cet héritage. C'est à nous maintenant de pouvoir utiliser cet héritage comme a si bien dit mon ami ici, comme il faut,
pour pouvoir non seulement unir l'Afrique, parce que c'était ça leur doctrine, c'est unir l'Afrique, créer la solidarité entre Africains et rétablir notre identité culturelle. Donc quand on parle de l'Afrique, on parle de l'ascendance, comme ils ont parlé de l'afro-carabien et autres. Donc je ne vais pas parler trop. Si j'avais pris la parole, c'était non seulement remercier mon ami parce que j'ai trouvé cette thématique très importante. Et je pense que chacun de nous ici doit contribuer partout où il est à vulgariser davantage l'importance de cette thématique pour que demain nous soyons une Afrique unie comme souhaitaient nos devanciers. Je vous remercie. Merci à tous. Merci. Merci. Donc quand j'entends agression, j'entends tout ce que nous avons vécu en termes d'histoire, que ce soit l'esclavage, la colonisation et aujourd'hui le néocolonialisme qui est ancré dans le système impérialiste. Donc le système impérialiste aussi, c'est ce système capitaliste. Donc ce que vous voyez aujourd'hui dans le monde, qu'on est plus fort quand on est armé, on est plus fort quand on a l'argent, c'est pas maintenant que ça a commencé, mais c'est l'histoire qui se perpétue. Et ça revient encore. Mais pour vous dire, dans le cadre de cet engagement-là, d'où l'importance de notre unité politique, c'est qu'il faut savoir, en 2014, quand on a fait le Forum social africain, on avait organisé un panel, une rencontre publique, qui représentait 17 pays africains, qui s'appelle le Tribune du peuple, les Africains s'expriment. Et c'est parti de là un combat de longue haleine qui nous a amené à mener le combat contre les APE, ce sont les accords de partenariat économique. Et après ces accords de partenariat économique, on est arrivé sur le front anti-CFA, donc pour la lutte contre le franc colonie africaine. Après cela, on est arrivé à d'où ce combat-là nous a permis de créer le FRAP, le Front anti-impérialiste, populaire et panafricaine. France dégage. Donc tout cela veut dire que le combat il est là et il est à perpétuer. Il faut aussi se souvenir qu'à un moment donné au Sénégal, il y a le mouvement Y en a marre qui s'est élevé et il y a eu le mouvement de 23, comment on appelle, M23 qui a permis d'amener la révolution et rétablir la démocratie et le droit des peuples. En RDC, il y a eu la lucha et au Burkina, il y a eu le ballet citoyen pour pouvoir nous dire aujourd'hui il faudrait que ce lutte-là puisse continuer. Et il faut bien repérer que dans cette lutte, nous devons très bien définir nos alliés et très bien définir qui sont nos ennemis. Parce que ça doit être bien compris. Nous ne pouvons pas lutter avec des organisations ou des personnes ou des pays, collaborer avec des pays qui ne partagent pas nos valeurs, qui ne partagent pas la même histoire que nous. Alors dans ce combat, nous avons des liens forts. Ces liens forts, c'est quoi? C'est d'abord notre histoire. Si aujourd'hui, on voit que dans les pays caribéens, en Amérique latine, entre autres, les Africains, c'est l'histoire qui nous a liés. C'est le sang qui nous a liés. Si on parle aujourd'hui qu'au niveau des États de l'AES, on se rapproche de la Russie, c'est des valeurs que nous partageons. Parce que nous combattons tous le néocolonialisme comme ils combattent le nazisme. Donc c'est une histoire qui est là. Il faut bien savoir que nos premiers liens, c'est cette histoire-là. Et d'une autre part aussi, nous avons la culture. Quand on est africain ou qu'on part, et quand on se remémore, on se reconnaît à nos racines, il y a cette culture qui unit toute l'Afrique. Donc les frontières qui existent dans notre démarche d'unité politique, dans notre démarche d'unité entre citoyens, il faut d'abord briser les frontières. Chaque jeune doit être conscient que les frontières ne doivent pas exister dans nos contacts, dans nos façons de travailler et d'être ensemble. Quand vous êtes au Venezuela, quand nous sommes au Sénégal, notre histoire, notre culture nous lie. Et ça, on ne peut pas démolir ça, quelle que soit la situation. Donc il faudrait bien qu'on parte de ces liens-là forts pour les perpétuer et pouvoir engager notre combat. Et notre combat, nos ennemis communs, c'est les États-Unis et l'ensemble des systèmes impérialistes. Nous n'avons pas d'amis en Europe, nous n'avons pas d'amis aux États-Unis, mais nous avons des organisations qui reviennent chaque siècle pour nous dire voilà comment je vais mieux
les malmener, comment mieux je vais les asservir pour pouvoir les exploiter les ressources à mon profit personnel. Donc ça, il faudrait très bien qu'on soit clair là-dessus. C'est pourquoi je salue l'initiative de reconnexion entre les peuples d'Afrique. Et tout à l'heure, notre sœur du Togo parlait de OEAU, les États africains unis. Pourquoi on parle des États africains unis? C'est parce que nous considérons que ce n'est pas que les pays qui sont dans le continent africain qui doivent être unis, mais c'est à la fois les États africains du continent africain, plus les États où encore vivent les peuples d'Afrique, c'est-à-dire le Venezuela, les Caraïbes, partout où se trouvent les Africains. C'est l'ensemble de ces pays qu'il faut reconnecter et être unis. C'est pourquoi on parle des États africains unis. Donc, dans notre projection à l'avenir, il faut qu'on pense à ça. Donc, notre axe d'intervention, pour que ça soit efficace, un citoyen engagé en tant que panafricaniste, tu dois d'abord assumer ton engagement et plus vivre cet engagement au quotidien. Et surtout, il faudrait savoir que dans ce combat que nous menons, nous projeter à l'avenir. Nous projeter à l'avenir, c'est d'aller dans le combat dans le système actuel. Ici, on parle du numérique, on parle de l'intelligence artificielle, on parle de création des armes, ainsi de suite. Tout ça, on ne peut pas le faire si nous ne sommes pas instruits. Donc, dans nos pays, dans notre approche de lutte, il faut que nous ayons des ingénieurs, il faut que nous ayons des politiciens aguerris, il faut que nous ayons l'ensemble des composants d'une société qui peuvent contribuer à son développement de manière durable. Et là aussi, il faut saluer l'exemple des États, de l'Alliance des États du Sahel, pour dire non, s'affirmer et récupérer nos ressources qui nous appartiennent et les gérer de sorte que ces ressources puissent servir notre développement. Et ça, c'est important qu'il faut qu'on puisse arriver à ces éléments clés pour pouvoir impulser notre développement et impulser notre unité. Alors, pour l'unité, il faut savoir tout simplement que, sur le plan politique, il faut qu'on s'engage en politique. Moi, je ne suis pas d'accord que juste on se dit, on est de la société civile, il faut qu'on se limite là, on ne va pas s'engager en politique. Non. Et cette politique, il faut la mener à différents niveaux. Le premier niveau, c'est en tant que citoyen, dans l'éducation, le message que tu véhicules, il faut véhiculer un message d'engagement, de prise de conscience, et surtout qu'un jeune ne s'attend plus à ce que sa maman ou son papa lui donne à manger pour qu'il dise je vais manger. À partir du moment où tu as 18 ans, tu es capable d'aller en avant, il faut te dire qu'est-ce que je peux faire pour servir mon pays. Et il faut adopter cet état d'esprit-là. Parce qu'on attend tous de dire que tous les projets, le programme, oui, il faut que c'est les autres qui vont les financer. Si on n'est pas financé, on ne peut pas avancer. Et je ne peux pas comprendre que si on fait 5 ans, 10 ans dans les organisations et qu'on se comprend cet enjeu-là, qu'on revient et qu'on met en place des organisations dans ce moment-là et qu'on ne vise pas l'autonomie. Moi, je compte sur la jeunesse, sur son énergie, sur son savoir-faire pour impulser le développement réel du continent. Et donc, il faut s'instruire, il faut partir de ce base. Sur le plan politique, il faudrait qu'à l'échelle des villages, pour être chef de village, pour être dans les quartiers, pour être dans les communes, il faut qu'on prenne le pouvoir. Et le pouvoir qu'on prend, on le prend pour nous, pour être autonome, pour avoir clairement où est-ce qu'on veut aller, pour assumer notre engagement et travailler à notre développement personnel et professionnel, et ensuite s'intégrer dans la politique pour le développement du continent, non pas pour des intérêts privés. Donc je me réjouis de rencontrer tout cet écosystème de citoyens qui viennent d'un peu partout en Afrique et des pays où nous avons des frères et sœurs africains qui vivent pour nous reconnecter et créer une dynamique commune de co-développement dans un esprit de souveraineté, d'unité et de prospérité pour tous. Donc je vous remercie pour cet espace ouvert pour cette discussion-là. Le monde, notamment plus dans les continents Amérique latine, surtout en Haïti. Je ne tarde pas rapidement pour que je donne notre collègue qui va partir rapidement pour qu'il puisse intervenir. Africain ou noir, si j'allais dire, dans l'idéologie et dans la politique. Merci en tout cas pour toutes ces interventions. Et moi, je vais commencer par un facteur très intéressant. Aujourd'hui, nos frères vénézuéliens qui sont dans cette salle ne sont pas là en tant que quelqu'un d'autre, qui se reconnaissent
afro-descendants. Et quand on parle d'afro-descendance, on parle de cette reconnaissance, on parle de cette reconnexion avec le peuple d'Afrique, le peuple noir. C'est pourquoi, moi, mon intervention, ça sera sur 2 axes. L'axe premier, ou l'axe numéro 1, c'est cette reconnexion entre tous les Noirs et tous ceux qui se reconnaissent dans le combat. L'une des séquelles que les impérialistes nous ont laissées, c'est cette fierté de se reconnaître dans une ethnie, dans une région ou même un pays. C'est pourquoi généralement quand je décline mon identité, je refuse de parler d'un pays, je parle des panafricains de tel pays. Parce que, pour moi, ces frontières ne sont pas seulement des frontières artificielles, mais c'est des frontières idéologiques qu'on a créées entre les États africains. Donc le combat, c'est de se reconnaître africain. Partout où on est, qu'on reconnaisse, oui, c'est un noir, qu'il soit au Venezuela, qu'il soit au Cuba, qu'il soit en Colombie, qu'il soit partout dans le monde, qu'on se reconnaisse quand même entre nous, de cette fierté d'être d'une ethnie ou d'un pays, parce que vous allez entendre certains dire non, nous chez nous c'est développé, nous on a ça, aucun pays africain ne peut se déplacer, développer seul. Il faudrait cette connexion entre les pays africains pour qu'on puisse quand même créer quelque chose qui peut être durable. Et c'est ce que les États-Unis ont compris, c'est ce qui est lieu, malgré ils ont des casseroles qui traînent, qui ne disent pas, mais c'est ce qu'ils ont compris pour être ensemble, afin de bâtir, n'est-ce pas, l'UE et les États-Unis. Autre facteur, c'est quoi? C'est un peu la jeunesse. Je m'intéresse beaucoup à la jeunesse quand je parle, quand je prends dans mes interventions de façon plus générale, je m'intéresse à la jeunesse. Pourquoi? Parce que quand on parle de relève, la jeunesse c'est aujourd'hui et demain. Et qu'est-ce qu'il faut pour la jeunesse? Moi, en tout cas, ce que moi je préconise, c'est la formation. Aujourd'hui, le panafricanisme est devenu un terme, une idéologie en vogue. Tout le monde en parle, mais si tout le monde sait clairement ce que ça veut dire. Et si vous êtes panafricain et que dans certains pays vous avez des pseudonoms, vous avez des titres particuliers, par exemple chez nous au Sénégal, on parle de Yar, on parle de Drin. Dans d'autres pays, on parle des venants d'ailleurs. Dans d'autres pays, on parle de tous ces petits termes que nous minimisons, arrivent quand même à créer sur certaines personnes, se recroqueviller, se retrancher, afin, n'est-ce pas, de ne pas ouvert aux autres. Et ça crée ce qu'on appelle cette méfiance envers l'autre. Donc la jeunesse, ce que moi je préconise, c'est de se former. Et cette formation commence par écouter les aînés. Ce n'est pas tous les aînés qui refusent de transmettre la connaissance. Cette connaissance se transmet par plusieurs moyens. Nous allons revenir à cette discussion sous l'arbre à palabre, même si on va changer le format. Mais il faudrait qu'on essaie quand même d'écouter, n'est-ce pas, les aînés, les défensifs, qui ont quand même un certain vécu, qui peuvent transmettre à cette jeunesse-là, afin que nous soyons bien formés. Et quand on est bien formé, on est bien informé. Une personne qui n'est pas bien informée ne peut pas prendre des bonnes décisions. Et si on n'a pas la formation qu'il faut pour le panafricanisme, si on ne sait pas comment et pourquoi il faut accepter les Vénézuéliens, il faut accepter les Cubains, il faut accepter les Colombiens et tous les afro-descendants, je pense qu'on ne peut pas quand même être en mesure de construire, n'est-ce pas, cet idéal de fédéralisme. Certains parlent d'unionisme, il ne faut pas mélanger les termes, mais quand même je pense que l'essentiel, c'est d'être connecté, se former, savoir où nous venons. L'impérialisme, c'est comme un arbre qui a ses racines là-bas, dans les pays occidentaux, mais les branches sont là. Ils forment à l'interne des gens qui étouffent nos idéologies. Ils forment des gens à l'interne qui étouffent nos propositions. Tout ce qu'on propose comme solution pour nos pays, c'est bon. Ils ont des gens à l'interne, ici dans nos pays, à travers lesquels ils passent, pour essayer d'étouffer tout ce que nous avons. Je pense que c'est ces personnes qu'il faut dénoncer, c'est ces personnes qu'il faut identifier, afin vraiment de trier des personnes qui sont sincèrement dans le combat. Parce que le combat, pour qu'il arrive à bon train, il faut que ce soit un combat
sincère. Il n'y a pas de sincérité dans le combat, je le dis. Beaucoup de personnes crient haut, dès qu'ils ont un petit financement, ils ne peuvent plus parler du panafricanisme, ils ne peuvent plus défendre les idées comme il faut. Ils cherchent des financements. Ils crient. Comme l'autre disait, l'Afrique se vend. C'est un continent qui a beaucoup de potentialités, minière, la jeunesse et tout ça. Donc, vous vendez l'Afrique à n'importe qui, il l'achète. Parce que c'est l'espoir, c'est là. Donc, je pense qu'il faut vraiment une sincérité dans le combat. Trions ces personnes qui ne mènent pas le combat comme il faut, afin d'avoir quand même des graines qui vont être sémées, afin de donner vraiment des fruits qui peuvent être très bénéfiques pour l'Afrique. Si je prenais la parole, je m'en limiterai là. Saluer quand même toute cette salle en apothéose, saluer quand même la présence de nos frères de Venezuela. Philippe, à chaque fois on est à l'ambassade, il est très accueillant avec madame l'ambassadrice. Et tous ceux qui sont là, je pense que c'est l'Afrique en miniature. Et moi, je suis très content d'être là et créons cette symbiose. Merci beaucoup.